Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Je vais peut-être commencer rapidement par une petite introduction avant qu'on commence, avant que tout le monde puisse se connecter. Donc, je m'appelle Ayla, moi je suis responsable client donc, chez NOS. J'en profite du coup pour simplement faire une rapide introduction sur NOS. NOS, c'est une solution qui aide les entreprises à développer des stratégies RSE en engageant un maximum de leurs collaborateurs dans cette démarche. Et on fait ça donc à travers plusieurs leviers, le mécénat financier, le mécénat de compétences, mais aussi notre principal levier qui est donc la sensibilisation. Et on a donc un challenge sur le numérique responsable, la pollution numérique. Et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. On est très heureux de pouvoir animer ce webinaire aujourd'hui. Et on va pouvoir commencer donc par se présenter. Valérie, est-ce que vous voulez commencer? Oups. Oui, merci. Donc, Valérie Reynaud, je suis manager conseil sur toutes les questions du numérique responsable, donc sur une vision 360 pour les organisations, les entreprises, publiques et privées, et un accompagnement autour de notre solution Frugger pour l'évaluation de l'impact environnemental et social et la mise en place également de stratégies d'adaptation des trajectoires, des systèmes d'information. Super, merci beaucoup. On peut passer du coup à EasyCash. Sophie, je te laisse démarrer. Ouais, bonjour à tous. Donc, Sophie Monroe, je suis directrice RSE pour le groupe EasyCash. Et en quelques mots, EasyCash est un réseau de magasins de vente en ligne pour les produits d'occasion. On reviendra dessus par la suite. Et donc, je suis Tiffaine, je suis chargée de mission RSE avec Sophie au siège d'EasyCash. Super, merci beaucoup Tiffaine et Sophie. Et enfin, Emmanuel. Bonjour à tous, donc Emmanuel Jolivet. Donc moi je travaille chez Emmaüs Connect. Je suis plutôt sur les donateurs nature. Et donc en quelques mots, Emmaüs Connect va lutter contre la fracture numérique. C'est une association du mouvement Emmaüs qui existe depuis 2013 et qui lutte voilà, contre la fracture numérique. On en reparlera tout à l'heure. Super, merci beaucoup Emmanuel, merci à tous, à toutes pour cette petite introduction. Pour information, on va maintenant couper nos caméras donc, pour réduire notre impact numérique pendant ce webinaire. Mais on les réactivera à la fin pour les questions-réponses. N'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions dans la boîte questions-réponses. On vous répondra au fur et à mesure ou bien à la fin si on a le temps. Alors, pour démarrer ce webinaire, on voudrait commencer par un petit quiz. Donc, si vous pouvez scanner ce QR code, euh, vous pourrez répondre donc à ce quiz. On aura plusieurs questions tout au long du webinaire et puis à la fin, vous aurez un petit classement. Donc, je vous laisse scanner le QR code et puis on va pouvoir démarrer. Ok, super. Alors, donc pour la première question, alors je vais peut-être par contre vous envoyer le lien du quiz dans le chat aussi, simplement pour ceux qui n'ont pas pu le scanner. Ah, super. Hop. Je vois que vous êtes déjà nombreux sur le quiz, donc on va pouvoir avancer. Je vous laisse donc répondre à la question, quel type de contenu en ligne consomme le plus d'énergie? Encore quelques secondes pour les derniers. Hop. Et donc la bonne réponse était les vidéos, puisque effectivement le streaming de vidéos et de films en ligne est ce qui consomme le plus d'énergie et de bande passante en termes de numérique. Fruger, donc je laisse donc maintenant la parole à Valérie sur la pollution numérique et ses grands enjeux, qui va donc nous faire une petite introduction et ensuite on pourra passer plus dans le concret du sujet.
Merci beaucoup. Donc, petite présentation, mais très rapide de Frugger. Donc, Frugger, c'est un outil que nous éditons. Nous sommes Digital for Better. Donc, une entreprise à mission qui est certifiée B Corp et labellisée par le Green Tech Innovation. Et nous travaillons notamment, notre cœur et notre engagement est l'amélioration de l'empreinte environnementale et sociale des organisations, quelles qu'elles soient. Donc, nous éditons une solution qui est unique, qui permet de mesurer, piloter, améliorer l'empreinte numérique sur ces deux aspects, environnemental et social. Voilà, en quelques mots. Donc, nous travaillons sur cette évaluation, mais également nous aidons les entreprises à établir des stratégies pour adapter donc, des trajectoires et mettre en place également des stratégies avec des plans d'action opérationnels de réduction de l'impact environnemental et social. Je propose de passer à la suite. Merci. Donc, petite introduction, je vais être assez rapide parce que mes collègues Emmanuel, Tiffaine et Sophie vont revenir sur ces aspects. Mais c'est un premier sujet global et d'appréhension que vous connaissez certainement. C'est l'impact environnemental du numérique, car le numérique a un impact assez important. Donc, on estime à ce jour qu'il est à 3,8 ou à 4% des émissions globales de gaz à effet de serre au niveau international. Ces données datent de 2023. Je pense que bientôt nous aurons des éléments, notamment d'actualisation auprès de la DEMARCEP de ces éléments. Il faut également garder à l'esprit que ça représente 10% de l'électricité mondiale. Donc, l'impact environnemental du numérique, voilà, vous avez un petit schéma, certainement que vous connaissez ce schéma, lié notamment au cycle de vie de l'ensemble du matériel. Premier focus, en fait, c'est le matériel qui, à peu près à 3/4, représente l'impact du numérique. Donc, 50 à 75% des émissions de gaz à effet de serre proviennent des phases de fabrication des équipements numériques. EasyCash et Emmaüs Connect vont vous détailler ces éléments, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, ils auront des focus assez parlants sur l'impact de ce matériel. D'une manière globale, si on ne fait rien, ces impacts ne vont faire qu'augmenter et ces impacts numériques ne sont pas qu'environnementaux, mais également des impacts sociaux et des impacts éthiques, car le numérique maintenant, c'est a acquis l'ensemble des sphères de notre vie personnelle ou professionnelle. Alors, une fois qu'on a parlé des équipements, on pourrait se dire, oui, effectivement, on n'a qu'à réduire le nombre d'équipements, mais le sujet n'est pas aussi simple. En fait, c'est une approche systémique qu'il faut avoir, car c'est la symbiose en fait de deux industries, l'industrie du service, du logiciel et du matériel. En fait, il y a deux lois empiriques qu'il faut connaître, c'est la loi de Moore et la loi de Wirth. Donc, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail. Donc, vous avez les éléments. Je vous invite également à aller lire des éléments, notamment sur le blog d'Octo et sur les éléments d'HTTP Archive pour avoir plus d'informations. Mais toute la puissance en fait d'un matériel informatique est absorbée par des nouvelles versions d'un logiciel ou d'un service, ce qui justifie qu'on va passer à une nouvelle version du matériel. En fait, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les évolutions logicielles, toutes les évolutions en termes de services digitaux, de services web, de data, poussent à acheter du matériel plus récent pour pouvoir les utiliser. Donc, c'est un point important à retenir pour les organisations, même si l'impact est à 3/4 lié au matériel. Il faut savoir qu'on a un fort levier à avoir du côté de l'éco-conception et de la réduction de sa data. Et là, je vous fais une première amorce en parlant notamment de l'impact de l'IA-Gen qui a obligatoirement un impact lorsque l'on prend cette approche systémique. Alors, comment passer un petit peu à l'action avec le numérique responsable? Alors déjà, on va agir sur différents éléments, notamment sur les aspects
qui vont être globaux. On va travailler sur des éléments liés à une approche Green IT, c'est-à-dire qu'on va aller évaluer l'impact de l'ensemble des composants d'un système d'information, du hardware, du software, de l'hébergement des data centers. Et on va travailler pour concevoir optimiser l'efficience environnementale de ces éléments. Il y a également l'approche IT for Green, c'est-à-dire comme pour Frugger, c'est des fonctionnalités qu'on offre pour pouvoir piloter et donner aux entreprises et aux organisations des moyens d'optimiser, d'évaluer l'efficacité environnementale de leurs services. Et autour de ces sujets, on a ces sujets de l'éthique, de l'inclusion, comme je vous le disais, le numérique a hacké l'ensemble des sphères de notre vie professionnelle et personnelle. Et donc, le numérique, c'est une manière d'englober cette approche globale qui, en même temps, a cette vue environnementale, mais également sociale et éthique. Les éléments et les pistes d'investigation pour mieux équilibrer et trouver une balance environnementale pour travailler sur le numérique. Alors, ça fonctionne pour les équipements, mais ça fonctionne également pour tout ce qui est logiciel et services. On a la loi des 5 R. Donc, l'objectif est toujours de refuser, c'est-à-dire d'évaluer la nécessité, toujours réinvestir dans un nouvel équipement ou d'investir dans une nouvelle refonte d'un service, d'une nouvelle solution logicielle. Et toujours réfléchir si on n'a pas de l'existant qui pourrait être utilisé ou actualisé. L'objectif est de réduire, c'est-à-dire de limiter les investissements dans les installations et de se focuser sur tout ce qui est utile, surtout pour des usages qui seraient occasionnels. Une partie qui est importante, et je pense que vous verrez ça par la suite, c'est la partie du réparer, c'est-à-dire prolonger la durée de vie de l'ensemble des matériels et donc s'assurer de la durabilité de l'ensemble des équipements. Travailler également sur la réutilisation. Il faut considérer que les équipements, c'est quelque chose qui nous est confié. Et donc, il faut toujours penser à voir comment on va pouvoir proposer notamment une réutilisation de cet équipement en interne, voire de le proposer en réutilisation en faisant des dons. Donc, c'est un moyen de soutenir notamment toute l'économie circulaire. Et enfin, recycler. Recycler qui est la dernière option, c'est-à-dire que ce n'est pas une solution, mais c'est orienter les matériels qui seraient vraiment obsolètes et hors d'usage vers des filières de recyclage des toiseux. Cette partie des 5 Rs, il faut l'associer notamment à cette règle des 3 U et qui est très forte notamment dans l'éco-conception, c'est-à-dire de raisonner sur une dimension utile, utilisable, utilisée. Donc, utile, un service ou un outil doit toujours répondre à une demande réelle, c'est-à-dire qu'on doit se focuser sur vraiment le besoin et non pas sur une tendance, une volonté peut-être marketing ou factice de réinvestir dans des éléments, des développements. Il faut que ça soit utilisable. Ça paraît assez simple et assez évident, mais un service doit répondre de manière satisfaisante pour pouvoir être utilisé par l'ensemble de ses utilisateurs, ce qui n'est pas toujours le cas. Et là, on a des notions autour de l'accessibilité numérique, qui amène souvent des écueils. Il doit être utilisé, c'est-à-dire qu'il faut régulièrement monitorer l'usage des outils, voir si ces outils sont réellement utilisés, voir comment ils sont utilisés, s'ils ont été utilisés sans avoir un onboarding ou une formation. Donc, voilà, la règle des 3 U sont des fondamentaux dans cette partie des conceptions et de forts leviers, notamment, pour adapter sa stratégie. Quels sont les bénéfices pour une entreprise d'aller activer l'ensemble de ces leviers, d'adopter une stratégie de numérique responsable, de réduction des impacts? Alors, la première chose à laquelle on pense, généralement, c'est la législation, mais on voit actuellement une espèce de backlash sur tous les aspects de la CSRD notamment, et sur les aspects de réduction d'impact liés à des trajectoires carbone. Mais il faut revenir sur les fondamentaux. On a quand même quelques éléments RGESN dans le numérique responsable autour des nouvelles réglementations, notamment du RG2A et également de la montée en puissance du RGESN, c'est-à-dire de
de la partie de l'éco-conception des services. Au-delà de ces éléments un petit peu légaux ou des attentes qui seraient des pressions sur le marché, il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire que s'aligner avec la stratégie RSE et encourager le développement durable, c'est-à-dire favoriser l'économie en local, encourager l'innovation, donc se focaliser sur les engagements premiers d'une entreprise et travailler sur son image de marque. Ça permet également de renforcer l'attractivité, d'aller travailler sur des aspects notamment sur l'engagement de vos collaborateurs pour renforcer notamment l'implication dans la stratégie de l'entreprise. Le point important, c'est également d'être inclusif, c'est de veiller toujours à la performance de ses services, de sa stratégie pour pouvoir intégrer et toucher un public large en permettant d'utiliser tout l'ensemble des technologies euh, à l'ensemble de ses cibles. Et enfin, c'est un sujet qui n'est pas des moindres, c'est allié à une stratégie de résilience, de performance car on va réduire son impact et son empreinte carbone, mais également on va réduire sa consommation d'énergie, on va réduire ses coûts, on va simplifier son SI, on va également être beaucoup plus résilient par rapport à différents risques que l'on voit apparaître actuellement sur le marché. Comment organiser sa transition vers l'ENR? Et ça, ce sont des éléments sur lesquels nous travaillons, les organisations. On a à peu près 5 grands axes de travail. Alors, vous voyez que quand on travaille pour une organisation, déjà, on va travailler d'une manière holistique, on va approcher tous les segments de la stratégie de l'entreprise, sa stratégie globale, hein, comme on en parlait tout à l'heure. On va travailler sur l'image, on va travailler sur les aspects d'innovation, on va travailler également sur les aspects de data, on va travailler sur les aspects de démarche de projet, donc on va aller toucher tous les process notamment liées à l'éco-conception, à la sobriété de la data. On va travailler sur l'évaluation de l'impact des applications et des services. On va travailler également sur la stratégie matérielle, l'impact de votre matériel, vos process internes en termes d'achat responsable, en termes de fin de vie, en termes d'hébergement, mais également on va travailler sur les aspects de ressources humaines avec la formation et de la professionnalisation au sein de vos équipes. Donc, 5 axes importants. La sensibilisation aux enjeux. Il est primordial de former les équipes, de sensibiliser aux impacts du NR, mais également de travailler sur les leviers et la formation, notamment à l'éco-conception et notamment aux usages de l'IA responsable. Des éléments également pour évaluer votre maturité en termes de process interne, en termes de process des équipes, en termes de positionnement de la direction, des pratiques, de cartographier les impacts, de définir également une feuille de route, c'est-à-dire de définir un plan d'action avec des ambitions et des objectifs, et ainsi déployer, accompagner, c'est-à-dire mettre en place une gouvernance pour accompagner toute cette stratégie. Super, merci beaucoup Valérie Donc pour voilà, cette introduction, cette présentation des enjeux principaux et toutes ces pistes d'action. Un petit mot pour boucler ou c'est eh fini? bien, moi, j'avais une petite question. Je pense Ouais, qu'on peut passer parce que j'aurais quelques mots à ajouter pour boucler la boucle avec cette ouais, phase finale. Et donc, on a parlé donc, de la partie de la sobriété, notamment la sobriété de la data et des stratégies. Alors, on a une nouvelle entrée, on en parle beaucoup actuellement, donc c'est tout ce qui est autour de l'IA Gen. Est-ce que vous avez des idées pour estimer, par exemple, l'empreinte ChatGPT de 3,5 sur 2024? Donc, voilà. merci Valérie. Je crois que on commence à avoir des réponses, on attend quelques Oui. secondes. Donc, on sort du sommet de l'IA, notamment en France, à Paris. Voilà, j'aurais quelques éléments à vous apporter pour montrer que le sujet de l'éco-conception et de la sobriété de l'organisation est plus que jamais de rigueur. Super, parfait. Bon, on a une cinquantaine de réponses. Euh, Voilà, donc un impact
Ah, voilà. Donc, je pense que c'est l'effet de vouloir surestimer, mais effectivement, c'est déjà Mhm. 100 millions de tonnes de CO2. C'est la bonne réponse. Mais en même temps, cette estimation n'est pas au regard de l'utilisation qui va être faite de l'IAGEN et du déploiement de toutes les solutions qu'on rencontre. Donc, je comprends les quelques millions. Donc, c'est un sujet qui est réellement pour les organisations, quelles qu'elles soient, parce qu'il y a des projets d'IAGEN dans tous les projets, marketing, communication, sur les sites internet qui apparaissent. Donc, une multiplication des impacts est à prévoir pour 2025-2026. Donc, c'est un sujet vraiment à suivre de près. Et donc, moi, je vous invite particulièrement à participer aux batailles de l'IA et à suivre notamment tout ce qui se passe actuellement au niveau de la course sur l'impact énergétique entre DeepSeek, ChatGPT, voilà. Et puis les impacts socio-éthiques. Et juste pour information, Microsoft a explosé de 30% son empreinte juste liée à l'IA. Donc, il ne sera pas aligné avec ses objectifs. Et les émissions carbone ont augmenté de 48% en 5 ans pour Google. Voilà, ce sont des éléments qui permettent quand même d'avoir un indicateur à suivre sur ce grand sujet qui anime tout le monde. Complètement. Merci Valérie pour ce sujet qui est très, très, très d'actualité. Je vous en prie. On laisse la parole maintenant à EasyCash pour nous parler un petit peu plus de la durée de vie des objets électroniques et de leur impact environnemental. Super, merci. EasyCash est le réseau leader en France d'achat-revente de produits de seconde main et ce depuis plus de 20 ans avec, on va dire, une répartition du chiffre d'affaires quasiment intégrale sur la partie physique et une partie de e-commerce où vous pouvez acheter et revendre vos produits. La particularité d'EasyCash est que 80% des produits sont issus de l'achat au comptoir, donc c'est-à-dire le citoyen consommateur lambda qui vient revendre ses produits. Les 20% restants sont des achats brokers de produits reconditionnés que vous allez retrouver en magasin. Depuis l'année dernière, EasyCash est devenue société à mission pour mettre au cœur de son modèle de gouvernance les engagements, notamment des engagements autour de la durabilité des produits. On voit en haut dans la frise les familles de produits qu'on retrouve chez EasyCash avec des familles majeures comme la téléphonie, l'informatique, le gaming ou encore le luxe au travers de produits type sac à main de luxe ou montres de luxe. Voilà pour l'éventail des articles que vous pouvez retrouver dans le réseau EasyCash. Ce qui est intéressant de se poser comme question chez nous, c'est que on est incontestablement un acteur qui fait circuler les produits, mais on se pose la question de comment accompagner le consommateur à augmenter la durée de vie et donc la durée de rétention des objets, et notamment les objets numériques. On voit ici que sur l'étude de l'ADEME de 2023, la durée de vie moyenne d'un smartphone est autour de 2 à 3 ans avec notamment des biais comme l'effet de mode, l'obsolescence ou le manque d'entretien, qui pourraient raccourcir ces durées de vie. Pour un ordinateur, une durée de vie moyenne de 2 à 5 ans, avec comme biais de diminution de la durée de vie des ordinateurs, l'obsolescence programmée, les composantes de faible qualité, la réparabilité aussi, et le manque d'entretien. Et un exemple, alors que vous ne retrouvez plus chez EasyCash, hein, on ne fait plus de gros électroménagers, mais donc pour le gros électroménager et notamment les machines à laver, une durée de rétention de 12 à 15 ans avec des biais de réduction de la durée de vie autour de l'usure des pièces, l'accumulation de calcaire, la surcharge ou le mauvais entretien. L'idée, c'est de se dire aujourd'hui comment EasyCash a réfléchi autour des sujets de la durée de vie des objets, notamment des objets tech. Et donc pour cela, on a réalisé une enquête
pour vérifier si on n'avait pas nous aussi un biais ou un effet rebond qui est souvent pointé du doigt chez un acteur comme Vinted, un effet rebond ou un effet d'accélération de la circularité parce que c'était un produit de seconde main. Et donc, on est allé questionner nos consommateurs, donc consommateurs vendeurs et acheteurs, pour connaître la durée estimée de conservation du produit à partir de la date d'achat. Et donc, on voit, pour garder en tête les données de l'ADEME, que pour un téléphone, un consommateur qui vient chez nous compte conserver 3 ans son téléphone et donc égal à la moyenne nationale, par exemple. Ce qui nous a intéressé là-dessus, c'est donc de voir cet effet rebond vu que le produit est proposé par EasyCash moins cher, est-ce qu'il y a une accélération du changement des produits? Et sinon, comment nous, on peut accompagner à la rétention des produits par le consommateur? Et on a notamment mis en place l'année dernière la garantie 2 ans, qui est une garantie supplémentaire pour permettre aux consommateurs de conserver plus longtemps son téléphone. On est aussi en train de mettre en place des services qui permettent d'accompagner le consommateur à conserver son téléphone, par exemple, le plus longtemps possible. Pour sortir du numérique, on a une autre approche qui est sur d'autres produits qui ne seraient pas liés à la tech. L'objectif là est d'augmenter la circularité et non pas la durée de rétention. Je pense notamment au livre. Plus important d'augmenter la circularité du livre que sa durée de vie. Voilà le use case qu'on vous proposait chez nous et Tiffany prendra la main à la suite de cette question. Donc, quelle proportion des émissions mondiales de gaz à effet de serre est attribuée au secteur du numérique au global? Petit changement de format sur cette question avec un timer. Hop. Et donc, la bonne réponse était bien 4%. Alors, merci Aëla, merci Sophie. Je vais prendre la suite. Quand on s'intéresse aux impacts du numérique, on distingue principalement trois types d'impacts. On a les impacts environnementaux, mais aussi les impacts humains et politiques. Si on commence par s'intéresser aux impacts environnementaux, vous constaterez en regardant sur la droite avec l'exemple d'un smartphone que la fabrication d'un outil numérique, ça requiert pas mal d'étapes aux quatre coins du monde. Pour un smartphone, par exemple, c'est 80% de ces impacts qui ont lieu au moment de sa fabrication. Donc ça fait écho à ce que nous disait Valérie tout à l'heure sur l'impact du matériel. Alors pourquoi? Vous savez sans doute que nos appareils numériques, ils contiennent beaucoup de métaux. Pour quelques kilos de métaux, ce sont des tonnes et des tonnes de roches, de minerais en fait, qui sont extraites et traitées. Et si on reste sur l'exemple du smartphone, il faut extraire 200 kilos de roches pour récupérer la quantité de métaux qui est nécessaire à la fabrication d'un seul smartphone. Vous connaissez peut-être la notion de sac à dos écologique. Là, ici, c'est l'exemple d'un ordinateur. Donc, le sac à dos écologique de cet ordinateur de 2 kg, ce sont les 800 kg de ressources que vous voyez juste en dessous. Donc, beaucoup d'eau, beaucoup de minéraux et beaucoup d'énergie fossile, donc beaucoup de gaz à effet de serre. Petite question à nouveau, quel pourcentage de métaux contient un smartphone par rapport à son poids? C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. En effet, la moitié du smartphone. Euh, on compte 70 matériaux différents dans un smartphone.
dont à peu près 50 métaux. Donc ça fait beaucoup. On n'a pas juste le lithium, le cobalt pour la batterie, il y a aussi beaucoup, beaucoup d'autres métaux pour toutes les autres fonctionnalités de nos appareils. Je veux bien, et là qu'on revienne juste avant. Ouais, et encore avant, la première slide sur les impacts environnementaux. Ouais. Merci beaucoup. Donc, au-delà des roches extraites, on a évidemment beaucoup de déchets miniers. L'extraction, ça requiert aussi énormément d'eau, sans compter que les mines, elles sont souvent dans des zones très arides, voire semi-désertiques. On pense à l'Afrique, à l'Amérique latine. Pour exemple, pour extraire 1 tonne de lithium au Chili, il faut 22 000 mètres cubes d'eau. Donc, c'est énorme. Et les eaux sont évidemment polluées aux déchets toxiques. Et enfin, le mix énergétique des pays où ont lieu l'extraction, il est encore très carboné. On pense à la Chine et au charbon. Donc, les activités minières sont très émettrices de gaz à effet de serre. Alors, au-delà des impacts environnementaux, on a aussi des impacts humains, comme je disais tout à l'heure. Euh, on pense notamment aux mines de cobalt dans la République démocratique du Congo, où il me semble qu'on estime que 40 000 enfants travaillent, donc ils sont littéralement des mineurs mineurs, littéralement. L'extraction a lieu sans outils mécaniques, donc avec des risques considérables pour la santé, dus à l'exposition aux substances métalliques toxiques dans les poussières, dans l'air, donc ça va aussi dans le sol, dans les eaux. Donc c'est non seulement dangereux pour les travailleurs eux-mêmes, mais aussi pour les habitants hein, des territoires. Et enfin, des enjeux politiques et géopolitiques, évidemment. Vous avez peut-être déjà entendu cette citation de Guillaume Pitron qui disait il y a quelques années, le 19e siècle, c'était le siècle du charbon, le 20e celui du pétrole et le 21e celui des métaux, évidemment, puisqu'ils sont devenus essentiels pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, pour électrifier nos usages, nous éloigner des carburants fossiles. La demande en métaux, elle explose, mais la quantité disponible, elle diminue. Donc évidemment, tension sur l'approvisionnement. La plupart de nos métaux viennent, comme on disait tout à l'heure, d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie du Sud-Est. Par exemple, la Chine, elle produit 80% des terres rares dans le monde. Donc, les terres rares, ce sont des métaux, des composés métalliques qui occupent vraiment une place stratégique parce qu'en fait, ça dispose de propriétés électromagnétiques vraiment indispensables pour fabriquer de la haute technologie. Et nos modes de vie actuels reposent en partie sur l'utilisation de ces métaux critiques, stratégiques, et ils ne sont pas renouvelables. Par exemple, l'Union européenne dépend à 100% de la Chine sur son approvisionnement en terres rares. Vous avez sur la droite les 34 matières premières considérées critiques par l'Union européenne. Les 17 en jaune, ce sont ceux qui présentent un risque très élevé de rupture d'approvisionnement. Euh, D'ailleurs, la France est très, très dépendante en termes de métaux stratégiques. Je finis juste là-dessus. Il me semble que c'est à partir de 2027 qu'il y a un projet d'extraction de lithium dans le département de l'Allier, en Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne sais pas si ça se fera, mais il me semble que c'est prévu. Pour produire un gros volume de lithium et équiper des véhicules électriques. Alors, pour vous donner une idée de ce que ça donne, le reconditionné chez EasyCash et de ce que ça a à offrir en termes de réduction d'impact, en comparaison au neuf en tout cas, on voulait vous montrer ce que les ventes de smartphones reconditionnés chez EasyCash ont permis d'éviter sur l'année 2024. On a vendu plus de 300 000 téléphones, donc je vous laisse regarder, constater ce que ça a permis d'éviter en termes de métaux, d'extraction de métaux. Ça a permis d'éviter l'utilisation de plusieurs millions de mètres cubes d'eau et puis d'émettre des milliers de tonnes de CO2, de gaz à effet de serre. Et je conclurai en faisant écho à ce que disait Valérie tout à l'heure, hein, avec la règle des 5 R et des 3 U. C'est-à-dire que si on veut réduire nos impacts et concilier transition écologique et pression sur les métaux notamment, à l'échelle individuelle comme à l'échelle des entreprises, on peut faire beaucoup de choses. Allonger la durée de vie de nos produits, faire réparer, partager, louer, contribuer au recyclage quand les filières existent, parce que les métaux se recyclent plutôt très bien, quand il n'y a pas d'alliage en tout cas.
On essaie d'adopter pour les fabricants des démarches d'éco-conception. Donc, on essaie de produire des modèles solides, démontables, évolutifs. Et puis, on achète seulement si nécessaire et de seconde main. Et puis, on s'informe et on sensibilise les autres quand c'est possible. Voilà, je vais laisser la main à Emmanuel. Super, merci beaucoup. Donc Emmanuel pour le réemploi et leur utilité pour réduire la fracture numérique. Merci. Alors, avant de passer à la question, je voulais juste introduire, si ça te va de Bien sûr. c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'impact environnemental du numérique et Tiffaine expliquait qu'il y avait un impact humain et politique, mais, dans l'humain, il y a plein d'impacts sociologiques qu'on n'a pas perçus du numérique et qu'on ne perçoit pas toujours. Par exemple, la diminution de la concentration, le fait qu'on soit dans un rapport plus émotionnel aux choses. Donc il y a une vraie question de la place du numérique et là, aujourd'hui, moi, je voulais accentuer sur l'enjeu social majeur qui est très souvent invisible, c'est la fracture numérique. Et chez Maïs Connect, on travaille, au quotidien pour permettre à chacun d'accéder à des outils numériques essentiels. Parce qu'aujourd'hui, sans numérique, on est exclu de nombreux, services, emplois et opportunités. Et du coup, pour essayer de creuser ensemble cette fracture numérique, voilà, il y avait quelques questions qu'on voulait vous poser. Merci Aïla. Alors selon vous, quel est le nombre de personnes en France qui sont éloignées du numérique? Bon, on ne connaît pas trop, mais c'est vraiment parfois une problématique sociale assez invisible. Eh ben oui, on est à 14 millions en France qui sont de personnes qui sont en situation d'exclusion numérique et du coup, c'est énorme par rapport à la population française. Alors, comme souvent, on se dit: «Bon, bah, c'est les personnes, plus âgées». Alors c'est vrai. Ça, c'est 14 millions les Français éloignés du numérique, mais il y a 5 millions qui ont la double pénalité, on va dire, qui sont éloignés du numérique et qui sont, économiquement ou socialement en précarité et donc c'est sur ces 5 millions qui ont la double précarité qu'avec Emmaüs Connect, on va travailler et donc j'avais une question, bonus, c'était sur, selon vous, quel est l'âge moyen des personnes que nous, on accompagne dans ces 5 millions? Hem Parce que souvent, on a peut-être, une vision de ces personnes qui sont en difficulté. On aurait dû mettre des très jeunes. Il y a quelques très jeunes, mais c'est pas vraiment les très, très jeunes. Ouais, 45 ans. Alors ça, c'est juste la population qui vient dans nos locaux Emmaüs Connect. Mais ce sont surtout des gens actifs qui ont des difficultés avec le numérique. C'est pas forcément la population, des plus anciens. Hop et du coup, je voulais passer à la slide d'après, du coup, pour vous parler un peu du public qu'on accompagne d'une manière générale. En quelques mots, 63 de notre du public qui vient chez nous est à moins de 650 € par mois, donc forcément, il y a des difficultés, il y a plein de difficultés et c'est principalement des hommes, qui n'ont beaucoup n'ont pas de compte courant et 32 sont actifs sans emploi. Donc voilà, c'était pour vous dresser un panel. L'association existe depuis 2013, donc ça va faire déjà, 15 ans qu'on existe et ça, c'est un panel de toutes les personnes qu'on reçoit. Pour passer à la s ah non, avant pardon, de passer à cette slide, d'une manière générale, dans notre accompagnement, l'accès au numérique repose sur 3 piliers. C'est soit j'ai les compétences en fait numériques de base, soit je peux le faire parce que j'ai des accès, à l'internet, soit j'ai, ou je n'ai pas un équipement, fonctionnel et fiable. Et donc pour, Emmaüs Connect va répondre au savoir et au pouvoir par des formations gratuites. Donc on fait des formations gratuites à ces personnes qui viennent dans nos espaces de solidarité numérique et on va proposer un équipement à prix solidaire. Donc ça, c'est le pilier de avoir un équipement
à travers le projet qui est Emmaüs Connect qui s'appelle La Collecte.tech. Et moi, j'avais envie de vous parler de ce projet qui est né pendant le confinement, La Collecte.tech, qui est une piste pour répondre à la question du webinaire comment agir efficacement et qui répond aussi au grand impact du numérique sur la fabrication, comme le disait Valérie aussi tout à l'heure. Euh, alors, là, c'est les quelques chiffres. Je ne sais pas si on peut aller à la slide d'après, désolée. Pour d'abord vous parler des grands principes. Les grands principes, c'est qu'on va réunir 3 acteurs clés pour faire du réemploi solidaire. D'abord, on va demander à des donateurs qui sont des entreprises de nous donner leurs équipements en fin de vie. Nous, on va leur assurer en échange une traçabilité et une sécurité de la data. Donc, on va blanchir tous les équipements en échange de leurs dons. Puis, il y aura bien sûr une défiscalisation si c'est possible. Ensuite, on va les envoyer, on va rassembler les donateurs qui sont les entreprises ou les organisations publiques. On va les envoyer vers des reconditionneurs solidaires qui sont des chantiers d'insertion. Eux, ça va créer de l'emploi, ça va créer une dynamique, ça va créer du chiffre d'affaires parce qu'on va leur payer pour faire cet effacement de données, ce blanchiment. On va faire de la logistique, ils vont transporter, donc on va les faire se rencontrer et ensuite on va distribuer les équipements du coup reconditionnés et réparés à des associations. Alors il y a nous bien sûr, Emmaüs Connect, on va prendre une partie, mais on en a reçu tellement qu'on va aussi les distribuer à des associations autres qui font la même chose que nous, mais qui n'ont pas la même force de frappe, qui n'ont pas des moyens pour aller chercher, soit qu'ils n'ont pas une image de marque, comme Emmaüs ou soit qu'ils n'ont pas les moyens humains pour aller chercher des dons, mais ils vont avoir accès à notre catalogue, d'équipements. Donc voilà ce qu'on propose, de se faire se rencontrer 3 acteurs, les associations, les chantiers d'insertion et les entreprises qui ont envie d'agir. Et concrètement, après, 4 ans, parce que c'était en 2021, si on peut revenir à la slide d'avant, en quelques chiffres, du coup, on a récupéré, 80 000 équipements, donc c'est génial. Hem, on en a reconditionné, 42 000 parce qu'on a reçu des dons aussi, qui étaient neufs et en fait, en équivalent temps plein, on a à peu près 40 emplois créés, donc 40 ETP. Le taux de réemploi, il est très bon puisque c'est du matériel, professionnel et c'est vrai qu'on a rassemblé 25 reconditionneurs solidaires dans toute la France, et on a beaucoup de donateurs et c'est génial. Donc si vous êtes intéressés, vous pouvez toujours aller sur notre site lacollecte.tech. Je rappelle cette association, Emmaüs Connect, hem, a lancé lacollecte.tech qui est un projet interne. Et vous pouvez donc faire un don à lacollecte.tech sur notre site. Et juste, je fais un petit aparté, la semaine prochaine, on lance une grande campagne de publicité nationale et n'hésitez pas à relayer cette information sur les réseaux tels que LinkedIn pour nous aider à diffuser ce que fait Emmaüs Connect. Alors, c'est très bien aujourd'hui, je termine sur cette slide et demain parce que le bilan, il est assez sympa. En 5 ans, d'antériorité, on a acquis beaucoup de connaissances, beaucoup d'outils. On voit qu'on a réussi à récupérer 80 000 équipements, mais on est très loin des 5 millions de foyers, qui ont besoin. Et donc c'est tellement énorme la différence qu'on n'a pas intérêt à faire tout nous-mêmes et donc on a reçu, un gros, heu un gros appel d'offres, enfin, beaucoup d'argent de l'État à travers Econum, je ne sais pas si, il y en a qui ont entendu parler de ça et pour travailler sur les communs. Donc on ne souhaite pas juste, faire une initiative one shot comme la collecte.tech, mais on souhaite lancer un mouvement collectif qui est en train de se structurer d'ailleurs autour de filières solidaires. Donc c'est toute une dynamique collective qui se lance et là, en cette première année, on a lancé déjà une formation gratuite pour monter en compétence les réseaux des reconditionneurs, monter en compétence les expertises et faire se partager. Donc si vous avez envie, vous pouvez m'écrire sur ça et cette année aussi, on a mis en commun, la connaissance. Donc on lance une plateforme, un wiki qui rend visible la connaissance de nos apprentissages pendant 5 ans. L'idée, c'est d'inviter les acteurs qui s'intéressent à la dynamique de réemploi solidaire, pouvoir, s'emparer de notre connaissance, de ce Wikipédia qu'on va lancer, pardon, qu'on lancera. Donc, c'est de faire un état de l'art du réemploi numérique solidaire et en parallèle, de la connaissance partagée, on va aussi partager des innovations. On est en train de lancer des expérimentations en 2025, mais en 2026 à 2028, on va lancer des briques d'innovation sur des outils de traçabilité, d'effacement de données, des bandes tests pour aussi, faire plus de réemploi, avec plus d'acteurs. Puisqu'on est loin, des vrais besoins avec, nos 80 000 équipements. C'est bien, mais, il y a vraiment besoin d'aller un cran plus loin. Donc pour terminer, si vous voulez agir, vous pouvez soit donner
en synthèse sur la collecte.tech, soit nous soutenir financièrement, bien sûr, et ou aussi partager, notre campagne de pub ou participer au mouvement des communs, en m'écrivant, ça sera avec plaisir d'échanger avec vous. Voilà. Super. Merci Emmanuel pour la présentation de ce super projet. On a une dernière petite question pour terminer le quiz. Et ensuite, on va pouvoir passer un petit peu à la phase de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte Q&A de Zoom et on fera en sorte de répondre à un maximum de questions. Pour la dernière question du quiz, on a quel pourcentage de déchets électroniques est collecté pour être recyclé en France? Super. On a donc, hop, beaucoup de personnes qui se sont trompées puisque la bonne réponse était 45%. D'où l'importance de ce webinaire et de nos actions à tous. Bravo à Juliette, Elisabeth, Julien, Marc et Marion d'être arrivés en tête du classement. Je récapitule simplement les quelques pistes d'action qu'on a pu mentionner pendant ce webinaire. Donc, on a analysé l'impact de son écosystème numérique avec Fruger, sensibiliser ses collaborateurs au numérique responsable avec NOS, avec donc nos challenges. On a fait un don de matériel informatique avec Emmaüs Connect, donc à travers la tech. Voilà. Et ensuite, on a acheté votre matériel informatique perso en seconde main avec EasyCash. On va maintenant pouvoir passer donc aux questions-réponses. On a aussi quelques ressources utiles qu'on vous enverra avec le récap du webinaire et l'enregistrement. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le temps de toutes les noter. Alors, donc si je reprends un petit peu le chat, on a d'abord une question de Fanny qui avait été posée pendant la partie Fruga sur donc comment mesurez-vous l'impact des actions mises en œuvre pour réduire l'empreinte environnementale du numérique. Donc en particulier une question sur le référentiel retenu et sur comment faire ressortir ces progrès dans un bilan de gaz à effet de serre. Qui voudrait répondre à cette question? Ben, je veux bien répondre à cette question, c'est Valérie. Super, parfait. Donc merci Fanny pour cette question. Je vais faire très synthétique et s'il y a des éléments à approfondir, il ne faut pas hésiter à me contacter. C'est un sujet très vaste. Euh, donc, un BGS, donc un bilan carbone, donc, va être sur à peu près 4 postes par rapport au numérique, donc la consommation électrique, les achats de produits et de services, l'immobilisation et les déchets. Donc, on va être sur la consommation électrique pour la consommation du parc IT sur du scope 2 et le reste, on est sur du scope 3. Donc, on va avoir des éléments. Ça existe enfin, la partie numérique du SI existe dans le BGS, mais elle est noyée dans la consommation. Donc, on n'a pas vraiment de levier pour pouvoir apprécier réellement des éléments beaucoup plus fins et mettre en place notamment des plans d'action et d'adaptation. Donc, c'est pour ça que nous, on a une approche beaucoup plus experte et on travaille dans cette approche par l'analyse de cycle de vie. Donc, on va revenir à la matérialité. Donc, on va revenir à la matérialité sur le parc IT, identifier l'ensemble des terminaux, des réseaux, des éléments qui sont utilisés, mais également, on va travailler sur l'ensemble des flux des données. Donc, dans le BGS, ils sont plutôt les parties logicielles, SaaS, les hébergements externes, les réseaux externes, ils sont vraiment liés en données fournisseurs, en kilogrammes CO2, et puis il y a des achats avec une monétisation. Alors, nous, on va travailler beaucoup plus sur des éléments sur les flux, on va revaloriser les usages et on va calculer ça avec des systèmes d'impact liés à la localisation des utilisateurs, voilà, pour le réseau, le passage sur certains pays. Donc, c'est vraiment une approche analyse du cycle de vie experte.
On introduit déjà également la partie fin de vie dans nos analyses, donc on n'a pas une valorisation du déchet comme on a dans le BGS. Donc l'analyse de cycle de vie, avant tout, la manière dont on travaille, on va travailler sur des éléments issus des référentiels et des données fournies par les bases d'impact de l'ADEME. Pour certains équipements très particuliers, on va travailler sur des éléments directement utilisables à partir des fournisseurs. Donc, notamment sur des baies de serveurs, des éléments réseau, des parties, des serveurs IBM. Voilà, on va travailler sur des éléments très très précis qu'on va revaloriser par rapport à des éléments de calcul. Voilà en quelques mots. J'espère que mon explication a été assez claire. Je pense que c'était clair. Merci Valérie. Dans tous les cas, on retransmettra à tout le monde les contacts de tous les intervenantes d'aujourd'hui. Comme ça, si jamais qui que ce soit a d'autres questions, ils pourront vous contacter. Et je crois qu'il y avait Euh, une question sur la oui, partie des flux et des services également. Donc, oui, généralement, on travaille à partir de la consommation électrique, donc liée à l'utilisation. Et également, on peut travailler sur des parties de stockage de données. Et on a des éléments également, des ABAC qu'on a mis en place dans la même stratégie, voilà, dans la même manière de travailler. super. Parfait. Merci beaucoup pour cette explication, Valérie. On avait aussi une question de la part d'Eric sur le numérique responsable. Donc, Eric qui demande est-ce qu'on peut vraiment parler de numérique responsable aujourd'hui? Qui prend par exemple l'exemple qu'on a utilisé de l'IA Gen, avec le fait que l'impact finalement reste négatif, même si on peut le diminuer. Est-ce qu'on peut toujours parler de numérique responsable? Qui voudrait répondre à cette question? Eh bien, moi, je veux bien m'essayer à répondre. Super. Je trouve cette question très intéressante et elle nous anime réellement. Donc, je pense qu'il faut que le numérique responsable existe en termes d'initiatives de réflexion pour les organisations, quelles qu'elles soient, pour les utilisateurs, car il y a une responsabilité dans les usages qui sont faits. Donc, le numérique en soi, comme on l'a présenté, c'est pas quelque chose qui en soi est positif et négatif, c'est l'exploitation de ce potentiel donc le numérique responsable en tant que tel n'existe que s'il y a une réflexion et une action. Effectivement, il y aura toujours des impacts. L'objectif, c'est d'adapter ces impacts et d'éclairer les usages qui sont faits pour une stratégie d'entreprise, pour à titre individuel. Et je pense toujours que c'est des initiatives individuelles qu'on nourrit les rivières quelque part. Donc, il y a un effet de contagion et donc l'objectif, c'est quand même d'avoir une force de réflexion, notamment sur l'IA-Gen actuellement qui se construit avec des acteurs, donc, notamment comme IA Good Algo. Voilà, moi j'invite réellement à avoir une réflexion saine sur ce que c'est que le numérique responsable et vraiment de se pencher sur les éléments dont parfois on a des leviers et on peut encourager. Mm. Pour faire le parallèle, Valérie, c'est Sophie Zikesh. On peut assimiler le numérique responsable à la politique d'achat responsable. C'est un peu le même sujet. Donc oui, il faut viser à réduire. Après, charge à chaque entreprise de faire des relancements, comme on pourrait le faire sur les achats, faire des relancements sur le choix dans le numérique qui ne respecterait pas certains critères. Donc il faut voir le numérique responsable comme une politique plutôt que d'opposer numérique et responsable, ça serait la même chose que d'opposer achat et responsable, parce que finalement, en achetant des produits au comptoir auprès des consommateurs, est-ce qu'on peut considérer que c'est un achat responsable? Voilà, donc c'est compliqué de venir opposer deux concepts comme ça, mais on peut faire un parallèle avec les achats en tout cas. Super, merci beaucoup Sophie et Valérie pour ces pistes de réflexion. Je vous propose qu'on remette nos caméras peut-être pour ces dernières minutes de webinaire. Voilà. Alors, on va peut-être reprendre encore quelques questions. On a une question de Elisabeth sur comment mesurer l'impact de notre utilisation d'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on a parlé plusieurs fois pendant ce webinaire d'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez des pistes de comment mesurer cet impact à titre individuel?
Eh bien, moi, je me propose pour répondre. Donc, en 2024, là, nous avons effectué les premières pour de nos partenaires clients, des premières évaluations. Donc, on a travaillé notamment sur des évaluations de mise en place de RAG, de LLM, de Diagen. On a travaillé par une approche toujours orientée analyse cycle de vie en intégrant l'ensemble des cycles de vie spécifiques à la mise en place et au déploiement d'une IAGEN pour une entreprise, depuis la conception, la phase d'entraînement jusqu'à l'inférence, c'est-à-dire au déploiement, l'exploitation. Donc, on travaille sur différents éléments qui vont intégrer la partie matérielle, c'est-à-dire de l'équipement concerné, mais également de la partie de data, de flux de data, de données, de stockage, mais également de consommation. Donc, on va travailler également sur CPU, GPU. Voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. On a mis en place des premières ABAC en intégrant notamment des premiers éléments qu'on a, notamment sur les solutions SaaS telles que ChatGPT, le 3, 3.5, 3O. On est en train de travailler également aussi sur des éléments pour pouvoir introduire des tests avec DeepSeek. Voilà, donc réellement, c'est toujours cette même approche à partir de la matérialité et d'une approche analyse de cycle de vie, une approche réellement liée sur une approche experte de l'impact numérique. Il y a beaucoup d'enseignements. Super, merci Valérie pour cette réponse. Une autre question qui sera peut-être plutôt du côté Emmaüs Connect ou EasyCash. Comment et où trouver des PC reconditionnés performants avec des contraintes plus spécifiques que la moyenne? Donc, par exemple, pour des développeurs, est-ce que c'est possible de se procurer du matériel reconditionné dans ces cas-là? Alors oui, je vais prendre la parole. Performant chez EasyCash. Après, quel est le critère de performance? Ça dépend de vos besoins. Mais tous les produits vendus chez EasyCash sont performants. Après, c'est vrai que pour du très spécifique, quand on demande des choses, un PC, un ordi, il faut souvent se tourner sur une offre digitale parce que du coup, on a un besoin spécifique. Et vous l'aurez compris, nous, quand on fait de l'achat-revente sur le territoire, ben forcément, des développeurs qui ont vendu leur ordinateur, qui viennent nous l'amener. Cet ordinateur qui reste chez nous le temps que vous, qui avez ce besoin-là, venez le chercher chez nous. Voilà, on réduit les chances de rencontre entre ce développeur qui cherche ce PC. Donc, je vous conseillerais plutôt de, de regarder des offres digitales. Et alors, le monde de la seconde main se structure. Et donc, c'est souvent aussi le conseil qu'on fait pour de l'achat d'appareils photo, par exemple, où nous, on a souvent un public pour les appareils photo de professionnels et d'experts. Et donc, du coup, on a une meilleure vente en digital puisque le besoin est précis et spécifique. Et donc, du coup, pour se faire rencontrer ce besoin et le produit qu'on a dans nos magasins, il faut souvent utiliser le e-commerce. Super, merci Sophie pour cette réponse. On a une question aussi de Fatila sur le recyclage de tous ces appareils, puisqu'on a mentionné rapidement que effectivement le recyclage c'était la dernière option si on a déjà réutilisé, partagé, etc. les matériaux. Mais donc, qu'est-ce qui se passe au moment du recyclage? Où sont envoyés ces déchets? Est-ce que ça part dans les pays en voie de développement? Est-ce qu'on a un peu des pistes là-dessus? Moi, je peux répondre si vous voulez. Donc, en France, c'est très géré. Il y a des éco-organismes qui gèrent la fin de vie des déchets. On a Écologique et Écosystème qui sont sur les déchets du D3E. Donc, eux, ils vont s'assurer, ils vont recevoir de l'argent de la part des contributeurs, donc c'est les metteurs en marché, qui payent la fin de vie des déchets en tant que responsabilité élargie du producteur. Donc les REP sont mises en France et du coup, après ces REP-là, donc c'est écologique ou écosystème, va juste financer la fin de vie. Donc nous, par exemple, on envoie tout ce qui n'est pas réemployé, on l'envoie à écologique. Lui, il va les récupérer, il va travailler avec les acteurs locaux en France. Il y a quelques acteurs qui sont en dehors de la France, mais c'est surtout en Europe, et ils vont travailler sur récupérer la matière, récupérer l'or, récupérer d'autres matières, et ça reste en France. On ne les envoie pas à l'étranger en tout cas.
Super. Merci Emmanuel pour cette réponse. On arrive à la fin de notre webinaire, donc midi 1. On n'a pas eu le temps malheureusement de répondre à absolument toutes les questions, mais n'hésitez pas du coup à contacter nos super intervenantes d'aujourd'hui. On vous enverra tous leurs contacts. Et merci à tous d'avoir été présents et actifs aujourd'hui. Merci Sophie, merci Emmanuel, merci Valérie, merci Anaïs et merci Tiffany d'avoir été là aujourd'hui. Merci beaucoup à Merci à vous. tous. Bon appétit et bonne journée à vous tous. Bonne Au revoir. journée. À Merci, au bientôt. revoir. Au revoir. Merci. Très bonne journée.